Rashi, au début du Chumash, nous disait que, a priori, il faut se demander pourquoi la Torah ne commence pas par la première mitzvah qui a été donnée au Klal Israël, qui est la mitzvah de... Pardon? La première mitzvah qui a été donnée au Klal Israël, ça peut pas être dans Bréchit, il n'y avait pas de Klal Israël. Rosh Chodesh, oui, c'est Rosh Chodesh, très bien. Alors, bon, il répond pourquoi est-ce qu'il fallait écrire tout ce qui précédait. Mais nous, on a le problème, bon, mais en quoi est-ce que cette mitzvah, elle a une importance tellement fondamentale d'être la première? C'est comme si l'entrée en matière du Klal Israël, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors, dans les mitzvot concernant la paracha, alors, on a plusieurs mitzvot qui sont signalés. La première mitzvah, donc, qu'on va rencontrer dans Parshat Bo, le Kadesh Chodashim Larshov Shanim, le Beidin, Bilvad, que c'est uniquement dans un Beidin que l'on doit sanctifier les mois et faire les calculs pour ajouter éventuellement un Hadar supplémentaire. Deuxième mitzvah, l'Ishrot Keves à Pessah, Bismano, de faire la shrita de l'agneau de Pessah l'après-midi du 14 Nissan. Ensuite, l'Echol Basar Pessah, le manger cette viande au cours du Seder, chez le Lechol Basar Pessah, Na Umvushal, et que cette viande soit faite d'une certaine façon, elle doit être grillée. Chez le Lotir Mi Basar Pessah, qu'il faut avoir terminé de manger ce korban, d'avoir mangé avant le matin. Voilà, d'accord, ça c'est quelques mitzvot qui accompagnent le korban Pessah. Troisième chapitre de mitzvot, le Vaer Chametz Biyom Arba Asar Benissan, d'éliminer le Chametz le 14 Nissan. Vous voyez? Chez Neymar, Ach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Cependant, le premier jour, on parle du jour qui précède Pessah, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et enfin, les Chol Matzot Beleil, tête Vav, la mitzvah de manger la matzah le soir du Seder. D'accord? Donc, disons, si on reste dans les généralités, il y a une succession de mitzvot. D'abord, Rosh Chodesh, et aussi le compte des années, s'il faut rajouter un mois. Deuxièmement, le Korban Pessah et plusieurs mitzvot concernant le Korban Pessah. Troisièmement, l'interdiction du Chametz, le fait de faire la mitzvah de Tashbitu, de faire disparaître le Chametz. Quatrièmement, manger la matzah. D'accord? Bien. Quand vous regardez le texte lui-même, il est un peu étrange de noter que ces chapitres se suivent sans aucun coup d'arrêt. Ils sont dans la prolongation l'un de l'autre. C'est le chapitre Yudbet de Shmot, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, hachodesh hazeh lachem rosh chodashim rishonu lachem lechodesh hashana. Ce mois donc, ça sera le premier pour vous, donc pour le Beddin. Dabru el kol hadat beni Israël, parlez à toute l'assemblée d'Israël, les morts be'asar lachodesh hazeh v'yikru lahem ishse le Beit Avot, c'est la Baït. Il faudra le 10 Nissan déjà choisir un mouton pour le sacrifice, n'est-ce pas? Ça, cette mitzvah qui n'est plus d'actualité, elle était seulement vraie d'acheter le mouton 4 jours avant et de vérifier qu'il n'a pas de défaut pendant les 4 jours qui suivent. C'était seulement vrai au moment de la sortie d'Égypte. D'accord? Bien. Alors, bon, il fallait avoir pour la maison familiale, éventuellement, si on n'est pas assez nombreux, encore ajouter des voisins. Ensuite, des mitzvot, c'est Tamim, Zachar, Ben Shana, on qualifie qu'est-ce que ça doit être comme korban.
Vayalachem le mishmeret 14 yom le chodesh hazeh v'shachatu oto kol kal edat Israël ben 40, on lui fera la shrita l'après-midi du 14 Nissan. V'lakru min adam, on prendra son sang, v'natnu al shte hamzuzot v'alabashkov, et ce sang du korban Pessah, vous savez certainement, il fallait le prendre et en mettre sur les deux poteaux, c'est-à-dire les deux côtés verticaux qui encadrent, qui servent de cadre à la porte. À la mashkov, le mashkov c'est le linteau, ça veut dire c'est la partie du haut sur laquelle la porte vient frapper. Asher yochlu otosh vahem, dans lequel on mangera. Oui, il fallait faire cela. Vachlu et tabassar balayla hazeh, etc. Et on mangera la viande. Ça c'est la mitzvah de Korban Pessah qui est vraie pour la suite des générations aussi. Il ne fallait pas que la viande soit ni crue ni bouillie, mais grillée au feu, etc. Il ne fallait pas en laisser jusqu'au matin. Voilà. Voici comment vous le mangerez. Motnechem chagurim, la ceinture au rein. Nalechem beraglechem, vos souliers aux pieds. Makelchem biyetrem, vos bâtons, votre bâton à la main. Vachaltem otom b'chipazon, et vous le mangerez avec rapidité. Pesach ou Hachem, c'est un korban de Pessah pour Hachem. Vavarti beret mitzrayim balayla hazeh, et moi, chapitre pasuk yudbet de ce chapitre, Vavarti beret mitzrayim balayla hazeh, et moi je traverserai l'Égypte cette nuit-là. Viketi kol bechor beret mitzrayim, et je frapperai tout premier-né en Égypte, en terre d'Égypte, de l'homme jusqu'à l'animal, et je rendrai des jugements contre toutes les divinités d'Égypte, c'est moi Hachem. Vaya Adam lachem le hot à la batim, et ce sang donc, que vous avez mis dans les endroits où vous avez mangé, où vous mangerez, c'est à Rosh Chodesh qu'on annonce qu'il faudra faire pour le 14 Nissan, donc c'est au futur. Et sur les maisons dans lesquelles vous vous trouvez, je verrai le sang, ou passarti alechem, et je sauterai par-dessus. Velo yabachem negev le mashrit, et le malach ne vous anéantira pas, bakoti beret Misraïm, tandis que je frapperai l'Égypte. Voilà. Et ce jour-là, vous devrez le garder en mémoire, et vous le fêterez une fête pour Hachem dans vos générations. Vous mangerez des matzot 7 jours. Mais le premier jour, il fallait déjà enlever le chametz. La mitzvah de 7 jours ne compte pas. C'est pas celle-là qui est citée. Qu'est-ce qu'on a cité dans les mitzvot comme mitzvah par rapport à la matzah? C'est pas de manger 7 jours. Pardon? De la manger le premier soir. Le premier soir, au soir du Seder. D'accord? Donc c'est pour ça, ici, c'est quand on dit 7 jours, c'est-à-dire que pendant ces 7 jours-là, il n'y aura pas de trace de chametz, et ce qu'on mangera, si on veut manger du pain, c'est sous forme de matzah. Ce n'est pas une mitzvah qu'il faut manger tous les jours de la matzah. La mitzvah de la matzah, c'est seulement le soir du Seder. D'accord? Car tout celui qui mange du chametz, il sera coupé, cette personne sera coupée d'Israël, voilà, etc. Voilà. Alors vous voyez, ce qui est étonnant, les mitzvot, elles se succèdent comme ça, comme s'il y avait un ordre, et surtout au début. Voilà, ce mois c'est le premier des mois, par le Bnei Israël et dit le Korban Pessah. Il y a comme ça une succession, et jamais il y a de coup d'arrêt. On nous décrit les mitzvot successives. D'abord, la mitzvah de nommer les mois et de calculer les années. Calculer les années, ça veut dire réajuster le calendrier des mois, qui est un calendrier des mois qui dépendait, oui, et de l'année de 12 mois, avec lunaire, qui est plus courte, d'à peu près 11 jours, que l'année solaire, et de les rajuster pour que les saisons, elles ne se séparent pas. Hein? D'accord? Et donc, avec ça, on ajoute, tous les quelques temps, il faut ajouter un mois pour réajuster le truc. D'accord? Donc, après cela, tout de suite, on parle du Korban Pessah, sans crier gare. On s'étend sur cette mitzvah, dans quelles conditions, il faut le manger b'chipazon, etc. Et ensuite, on nous parle
de l'interdiction du Hametz et de l'obligation de manger la matzah le soir du Seder. D'accord? Cette succession, elle est sans interruption. Alors, Rashi, Motnechem Chagurim, vous aurez la ceinture au rein. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on nous décrivait, comment est-ce qu'on mangeait le Korban Pessah en Égypte? La ceinture au rein, deuxièmement, les chaussures aux pieds, oui, et le bâton à la main, oui. Rashi, Mezoumanim la derer, prêt à se mettre en route, prêt à partir. Donc, mais ça c'est seulement vrai pour le Korban Pessah de la sortie d'Égypte. Hein? Bechipazon, vous le mangerez Bechipazon, Lachon, Behala ou Meirut. C'est un langage d'empressement et de rapidité. Ah, Chipazon, hein? Ah, vite. Pessah ou l'Hachem, c'est un Korban Pessah pour Hachem. Un Korban, c'est ça, Pessah ou le Korban pour Hachem. Ou Karoui Pessah, ce Korban, on le nomme Pessah. Al-Shem Hadilug Vapsicha, du fait que il est nommé, il a son nom de Pessah, par le fait qu'on saute et qu'on bondit. D'accord? Ça décrit le mouvement d'Hachem de passer d'une maison à l'autre en sautant au-dessus. D'accord? Ça s'appelle Pessah. Pisséar. Qu'est-ce que c'est Pisséar? Qu'est-ce que c'est comme défaut Pisséar? Pisséar, hiver. Pisséar, c'est un boiteux. Quelqu'un qui boite, il ne marche pas régulièrement. Il saute, là, vous voyez, c'est ça, le mouvement qu'Hachem, il va faire. Il ne fait pas du saute-mouton. Oui, il fait du saute-mouton, exactement. Là où il y a eu des moutons, oui, il saute. D'accord? Il fait du saute-mouton. Là où on mangeait le mouton, il saute. D'accord? Alors, il passe de l'un à l'autre. Hein? Et c'est ça ce qu'on insiste dans le nom même de ce Korban. Shakadosh Baruch Hu medaleg bate Israël mi bein bate Mitzrayim. C'est qu'Hachem il saute au-dessus des maisons d'Israël qui se trouveraient entre des maisons égyptiennes. Vekofetz mi Mitzri, le Mitzri, Israël et Mtsaïb Nimlat, et il saute d'un Égyptien à l'autre, et un Israël au milieu serait sauvé. C'est-à-dire, dans le cas où, par exemple, dans une maison d'Égyptiens, il y avait un Juif, à l'intérieur même de la maison, c'est pas seulement d'une maison à l'autre qu'on saute les maisons des Juifs pour les épargner, pas seulement ça, mais que, plus que ça, c'est que même dans une même maison où il se trouverait qu'un Hébreu soit retenu pour une raison ou pour une autre, eh ben, on sauterait à l'intérieur de cela. D'accord? Et plus tard, et Rashi continue, pardon, Vekofetz mimitri de mitri Israël emtsaï nimlat, et il saute d'un Égyptien à l'autre, et le Juif au milieu, il est sauvé. Vatem asu kol avodotav le shem shamaim, et vous devrez réaliser tous les détails des prescriptions du Korban Pessah, le shem shamaim. C'est nécessaire. D'accord? Veder dilug ukfitsa zecher lishmo shekaroui Pessah, à la façon aussi une façon de sauter les étapes. Enfin, on verra. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Et c'est ça qui permettra d'être sauvé. Puisque le sang de cet avoda, le Shem Shamaim, va nous sauver de la mort. Hein? Et Rashi, un petit peu plus tard, il va dire encore sur Pessah, ou Passarti, dans le Pasuk Gimel, ou Passarti, je sauterai Vechamalti. Je prendrai en pitié. Le langage de Pessah, quand Hachem il saute, au lieu de frapper tout le monde, il saute, il épargne, c'est un langage d'épargner.
pas sarti. Le langage de Pessah, c'est un langage de sauter, et la signification qu'il y a là derrière, sauter par pitié, parce qu'il prend en pitié les bénis Israël, qui font la avoda. D'accord? Mais vous, de votre côté, vous devez également faire un travail bediloug, prêt à se mettre en route. Hein, comme si, oui, il y a un correspondant. Faire un travail bediloug, on verra exactement de quoi il s'agit par la suite. Ok? Ça marche? Bien. J'ai une grosse difficulté qui est la suivante. Sur le pasuk Yudbet, c'est marqué Vavarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh vikiti chol bechor be'eretz Mitzrayim me'adam vad be'ema uvechol Elohei Mitzrayim e'eseh shvatim ani Hashem. Je passerai dans la terre d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, de l'homme jusqu'à l'animal, et contre toutes les divinités de l'Égypte, je rendrai des jugements. Ani Hashem, c'est moi Hashem. Donc sur ce pasuk, Rashi nous dit la chose suivante. Va Varti, je passerai. Un peu bizarre de dire je passerai. Hachem il va frapper, il va passer. D'autant plus que quand Hachem y passe, c'est instantané, c'est plus vite que la lumière. Hachem ne prend pas de temps, il est partout là. D'accord? Qu'est-ce qu'on décrit avec Vavarti? Je passerai. Hein? Un peu difficile. Bon, Rashi dit que Melech Haover Mimakom le Makom, c'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à l'autre. Ou Behavara Achat, et dans ce passage, ou Berega Echad, et en un instant, Kulan Lokin, ils sont tous paix. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ils sont tous frappés en un instant. C'est un passage instantané. Et Hachem là-dedans va les frapper tous beregachad en un instant. Dans le même Rashi, un peu plus tard, Me'adav vad be'ema, de l'homme jusqu'à Rashi dit Mi sheitril be'avera techila mimenu matchelet apuranut. Celui qui a commencé à fauter, la punition commencera par lui. Est-ce que vous ne voyez pas une difficulté dans ce Rashi? Noémie. J'ai cité dans Rashi 2 extraits. Est-ce que vous ne voyez pas une... Oui? Quand on a dit en un instant. Oui. Et là, c'est écrit celui qui a commencé à voter, il sera puni, mais il faut faire un Il sera puni en premier. Il sera puni, donc il faut faire un tri. Alors en un instant, alors je dirais pas, c'est tout à fait juste ce que tu relèves. C'est peut-être pas faire un tri, mais disons, ça prend pas de temps. C'est plus rapide qu'Internet. Hachem, il fonctionne très vite. Alors, c'est pas ça, mais c'est que on est en train de dire, le premier qui commence, c'est le premier qui est puni. Donc ça veut dire... C'est le Malach HaMavet qui va passer. Je ne sais pas si c'est le Malach HaMavet, c'est normalement Hachem qui passe. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu commences par celui qui a commencé à fauter, alors il y a des gens qui sont frappés avant d'autres. Il y a les plus responsables et les moins responsables. N'est-ce pas? De l'homme à l'animal. Le Maskil le David, c'est un grand commentateur, Rav David Pardo, un grand commentateur de Rashi, qui dit qu'est-ce que ça veut dire de l'homme à l'animal? On ne parle pas de l'animal qui serait une divinité de l'Égypte, puisqu'il est marqué Ubechol Elohei Mitzrayim e'eseh shvatim. Je ferai des jugements sur toutes les divinités. Donc ici on parle de frapper les divinités à titre de divinité. Mais donc c'est autre chose qu'on parle quand on dit Me'adam ad Behema. Il explique que les Égyptiens étaient très corrompus et ils ressemblaient vraiment à la génération du déluge. Et dans la génération du déluge, oui,
ils étaient dégénérés. Ça veut dire quoi? Que Hachem a effacé tout le monde, même les animaux. Pourquoi? Qui shrit kol basar et darko ala haaretz. Car n'importe quelle chair, même les animaux, ils avaient fauté. Pourquoi? Parce que les hommes étaient tellement corrompus que l'atmosphère, si on veut dire, l'atmosphère était, tout se mélange à tout est permis, ouais. Et donc, ça a été mashpia, ça a une influence, que même les animaux, ils ne se reproduisaient plus le minéhem, dans leur genre. Oui, même les animaux. Alors, je dirais, c'est vrai que les animaux aussi, ils avaient corrompu leur façon d'être, mais c'est suite à la responsabilité de l'homme. Donc en Égypte, où il y avait la même chose que dans le déluge, mais Adam va Behema, on disait les hommes qui étaient les premiers, parce que c'est eux qui ont introduit une atmosphère de hashrata, de laisser-aller, de débauche totale, et c'est ça qui a influencé les animaux. D'accord? Bien. Je referme la parenthèse, mais pour dire, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem passe, et dans ce passage-là, tout le monde est frappé, berega echat, dans le même instant. Oui? Alors, c'est un peu difficile, ça veut dire je passe, si ça passe. Alors pour nous, c'est toujours, ça prend du temps. C'est pas passer d'un endroit à l'autre, comme un roi qui passe d'un endroit à l'autre, même s'il est rapide, ça prend du temps. Hachem, ça prend pas de temps. Oui? Et nous, c'est ça ce qu'on lui dit, vous faites beripazon, un langage d'empressement, de se dépêcher. Il faut reproduire. Il faut reproduire cela avec le Korban Pessah. À l'échelle humaine, évidemment, c'est moins rapide, c'est pas spectaculaire, mais Hachem, c'est instantané, mais il est en train de dire comme s'il a fait le bilan, il balaye, et je balaye, comme sur un écran, je balaye l'Égypte, et tout est... Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à ce Rashi qui semble contradictoire? La vérité, ce qui m'étonne énormément, c'est que j'ai beaucoup lu sur le sujet et personne n'a relevé, de ce que j'ai vu, et j'en ai vu beaucoup, n'a relevé cette contradiction dans Rashi. Alors, est-ce qu'ils sont en train de dire je passerai et ça prendra du temps? Mais alors, qu'est-ce que c'est berega achat? Au même moment. Et c'est plus au même moment. Donc, il veut dire que le passage d'Hachem n'a pas pris de temps, et donc c'est instantané. Mais si c'est instantané, il n'y a pas de hiérarchie dans les coups des hommes et des animaux. Sinon, ça ne s'appelle pas berega achat. Si Hachem, dans le premier passage, il frappe les hommes, qu'il laisse les animaux tranquilles. Ah non, il va aussi, ad behema, frapper les animaux. Mais alors, s'il frappe les animaux, ça serait dans un deuxième temps. Or, on ne parle que passer une fois. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu difficile. Pardon? Oui. Peut-être qu'Hachem ne frappait que les hommes, et plus tard, le Malach HaMavet, il passait et il frappait les animaux. Mais on ne semble pas dans ce verset dissocier les hommes des animaux. Tu comprends? Tu pourrais avoir raison, mais on ne le voit pas. Ça, ce serait pour résoudre la question, mais seulement il faudrait pour apporter des preuves que le Malach HaMavet, il a tapé dans un deuxième temps. Hein? Après les hommes qu'Hachem aurait frappé. Oui, un peu difficile. Rivka, qu'est-ce que tu penses de la question? Pardon? Tu sais pas du tout. Abigail? Non. Essayez. Non? Parle-nous à fort, s'il te plaît, j'entends mal. Mais oui, mais si ça s'appelle, mais Rachid dit, celui qui a commencé, la punition commence avec lui. Oui. Mais alors, allez, ça commence, donc ça termine après, ça a duré du temps. Mais ça ne s'appelle pas berega echad.
Et là, dans la Mechilta où on apporte ce texte, on donne en vérité plusieurs exemples que c'est toujours comme ça qu'Hachem, quand il frappe, il y a toujours une hiérarchie, il ne tape pas dedans. Ça veut dire il ne tape pas d'une façon indistincte. Hein? Ça veut dire, par exemple, qu'au moment de Kriyat Yamsouf, je serai sanctifié par la punition que je donne à Paro, et toute son armée. Donc on est en train de distinguer, on n'a pas dit je serai sanctifié par le fait que tout le monde périt, mais d'abord Paro, ou B'cholamo. Là-bas, c'est pas dit que c'est dans le même instant, donc on peut imaginer que c'est décalé, mais il y a cette idée qu'Hachem ne punit jamais de la même façon des gens qui sont différemment coupables, n'est-ce pas? Ou bien tu frapperas les gens de cette ville, dans les villes qui ont fait de l'idolâtrie. Alors là aussi, apparemment, on ne tuait pas tout le monde en même temps et les animaux seulement à la fin. Même la femme qui était soupçonnée d'adultère, d'abord, c'est les hanches, il y a une difficulté dans ce verset, peu importe. Et ensuite, c'est le ventre. Ça veut dire que la façon dont les rapports avec l'amant ils sont passés, eh bien, la punition elle va suivre le même chemin. Donc, Hachem, il respecte les choses. Il n'y a pas un coup comme ça, paf, on tape dedans. Afkan, ata omer, veiketi kol bechor, shematril, techila, ba'avera. De la même façon ici, je frapperai tout premier-né, celui qui a fauté en premier. D'accord? Bien. Alors, à part ça, j'ai un problème. Si on dit vraiment qu'Hachem il frappe avant, qu'est-ce que ça veut dire, ce changement? Si c'est tellement instantané, même si on arrivait à diviser le temps, mais si c'est tellement instantané, à quoi ça change pour quelqu'un qui est moins coupable d'être frappé une fraction de seconde après l'autre? Il ne s'en rend même pas compte, surtout quand il s'agit d'animaux. Il n'a même pas le temps de... Ça veut rien dire. Que tout le monde soit frappé à minuit exact et que les animaux, c'est minuit virgule 001, ça n'a pas de sens de dire oui, mais ils sont moins responsables. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on perçoit même, on n'a même pas le temps de dire ah, chic, et pouf, il meurt. Il n'a même pas le temps de se réjouir d'être encore vivant qu'il est déjà mort. Bien avant, il est déjà mort. D'accord? Donc c'est difficile. Alors, moi j'aurais rapporté cela en disant la chose suivante. Vous savez que quand, dans la paracha de Baalotra, les Bnei Israël se plaignaient de ne pas avoir de viande, alors qu'en vérité, ils avaient des troupeaux. Mais ils étaient en train comme ça d'essayer d'agacer Hachem, vous savez, parfois des enfants rebelles, ils essayent agir jusqu'à ce que les parents ils interviennent. Ouais, comme ça ils cherchent la claque, quoi. Hein. L'homme, lo yom echad tochlun. La viande que vous aurez, les cailles que vous avez réclamées, enfin la viande que vous avez réclamée, c'est pas un seul jour que vous en mangerez. Velo yomaim, ni 2 jours. Velo chamisha yamim, pas même 5 jours. Velo asara yamim, ni 10 jours. Velo isrim yom, ni 20 jours. Ad chodesh yamim, jusqu'à 1 mois ça durera. Ad asher yetse me aprem, jusqu'à ce qu'il vous sorte du nez. Ouais. Vaya lachem le zara, et que ça devient écœurant. Vous avez tellement aspiré. Yann qui m'a astem et Hachem asher bekirbechem, parce que vous avez rejeté Hachem qui est en vous. Vativku le fanav les morts, et que vous avez pleuré devant lui en disant la mazé yatsanu mitzrayim, pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Alors, la Barash il explique comme chat qu'en vérité c'est ce truc-là. Vous en mangerez pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois. On n'a pas l'habitude, la Torah, de s'allonger. Ils disent qu'en vérité, c'était graduel. C'est-à-dire que ceux qui ont fauté le plus gravement, ceux-là, ils se meurent tout de suite.
D'autres, ça durait 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Ça durera jusqu'à 1 mois. Ouais, c'est une des traductions que Rachid donne là-bas du Passouk, je ne rentre pas dans les détails. Donc je vois qu'en vérité, Hachem donne les choses, vraiment. Il donne, mais c'est pas que du point de vue d'Hachem, il est en colère, Vaïcharav Hachem, Hachem était fâché, et il les a frappés, et il a enlevé une maca. Il a enlevé une maca. Mais que la maca elle-même, ils ont été tout de suite frappés. Mais on voit que l'effet de la maca peut se dérouler dans le temps. Par exemple, dans la femme adultère qui a trompé son mari, alors elle sera vérifiée avec cette eau, et on demande là-bas, et qu'est-ce qui se passe si c'est une femme qui, à part ça, a beaucoup de mérite? Elle a toujours soutenu son mari dans l'étude de la Torah. Elle dit ça va lui donner un sursis. Ça va lui donner un sursis, c'est-à-dire qu'en vérité, dès qu'elle boit l'eau, on voit elle prend un teint livide, après elle devient gris, et elle commence à se dégrader progressivement, et au bout, au maximum de 2 ans ou 3 ans pour les femmes qui ont vraiment des très grands mérites, ça va durer, mais on voit que le coup commence à frapper, mais c'est une dégradation du coup. Ça veut dire, comme ici, les gens qui ont été frappés, mais ça a duré, le coup, il est de la part d'Hachem, ce coup est Berega Echad. Ça se passe instantanément. Mais il y a un deuxième facteur, qu'il y a plusieurs exemples qui sont rapportés dans la Mechilta, qu'en vérité, quand Hachem il frappe, ça dépend aussi de l'homme. Je donne un exemple. Vous êtes ici, dans une classe, et le prof, il est absent, et les élèves commencent à se dissiper. Alors, il y en a qui exagèrent vraiment, qui vont faire des caricatures du prof au tableau, il y en a qui se jettent des petits papiers, il y en a qui commencent à bavarder à voix forte, à raconter des bêtises, etc. Il y a, dans ce groupe, pas tout le monde agit de la même façon en profitant de ce que le prof, il est dehors. Ouais. Le prof va venir, il voit la débandade dans la classe, il pousse un rugissement. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais, bien que de la part du prof, il y a un cri, mais le ressenti de ce cri va dépendre de l'action de tout un chacun. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ceux qui ont vraiment fauté, eux, il y a de quoi qui sont... Franchement, il se lève de sa place, il va au tableau, il commence à faire des caricatures. Mais c'est quoi ce truc-là? Oui, vous comprenez? Bon, alors, lui, quand ils attrapent un savon de première, un hurlement du prof, ils sont terrorisés. Les autres aussi. Mais, je veux dire, chacun, l'impact du même coup va être différent. Donc, même si je peux dire, mais Adam Adveema, le coup est porté instantanément. Mais la traduction de ça dépend de chacun. Vous avez compris? Donc, je pourrais dire, le coup, Berega Echad, au même moment, tout le monde est frappé. Oui, mais la traduction de cela, on l'entend différemment. Par exemple, les gens le ressentent différemment. Ou bien, ça dure dans le temps, dans l'histoire de la viande qu'ils voulaient avoir. C'est des traductions au niveau de la perception ressentie. D'accord? C'est important ce point-là qu'on va noter, que dans la façon d'Hachem d'agir dans le Makat Bechorot, avec cette histoire-là du bélier qui doit nous protéger, il y a quelque chose qui dépend pas seulement du coup qu'Hachem porte, mais aussi du public auquel il s'adresse. Et plus que ça, les commentaires disent que Vavarti Beretz Mitzrayim, Veketi Bechol Eretz Mitzrayim, etc., Ani Hachem. C'est ce qu'il y a dans la Haggadah. Ah, je passerai Ani velo Hashaliach, Ani velo Malach, Ani velo Saraf, et la Kodesh Baruch Hu be'atzmo. Hachem, en personne, si l'on peut dire, va faire Makat Bechorot. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il avait délégué le coup à un chaliar, par exemple, à un émissaire, ça aurait été quoi? Qu'il y aurait une force, comme ça, de punir.
Mais une force qui punit, c'est aveugle. Hein? Vous voyez par exemple, une inondation, un incendie. Et non mavdil ben tzadik le rachat, tout ce qui se trouve, tout ce qui doit être brûlé, tout ce qui peut être brûlé, tout brûle. N'est-ce pas? Et comme les Bnei Israël, à ce moment-là, n'ont aucun mérite, ils ne sont pas véritablement dans leurs actes, ils ne sont pas différents des Égyptiens. Alors le malach qui fonctionne d'après ce qu'il voit, il dit Alalou obde kochavim, va alalou obde kochavim. Les uns et les autres sont idolâtres. Les Bnei Israël n'ont plus de mérite, ils ne faisaient plus la mila, il n'y a plus rien. Ils faisaient du folklore, d'accord, mais c'est un autre problème. Mais du point de vue des actes, ils sont assimilés complètement. Même s'ils refusent de se mêler aux Égyptiens, mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais dans le contenu, c'est des Égyptiens. Et Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est lui qui intervient. Il est capable, en même temps qu'il est en train de punir les Égyptiens pour les actes, de ne pas regarder les actes des Bnei Israël, mais la pnimiout des Bnei Israël. Ce qu'il y a au fond des Bnei Israël, que sont les descendants des Havot. Et donc d'épargner ça, un malach il ne peut pas faire. Parce qu'un malach, le dayan et la machine avrot, il ne juge que d'après ce qu'il voit. Donc Hachem est obligé de venir. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire que dans ce Makat Bechorot, qui est le Korban Pessah, là, le pendant de cela, comment être sauvé de Makat Bechorot, ça dépend de l'implication de chacun. C'est pas quelque chose qu'Hachem va sauver les Juifs. Il ne sauve pas les Juifs. Il sauve ceux qui ont pris du sang du Korban. N'est-ce pas? On est d'accord? Il sauve ceux qui ont pris le sang du Korban, qui ont fait ce qu'on leur a demandé, ils vont être sauvés. Mais ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce qu'ils font, de tellement extraordinaire? Bon, ils ont peur pour leur vie, et ils vont essayer d'être sauvés par cela. Oui. Alors, j'ai lu dans un livre de M. Frankel, ça s'appelle L'écho de la parole, c'était quelqu'un que j'avais connu à Strasbourg il y a longtemps, et il rapporte les paroles du Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, c'est Rabbi Yeshayahu Horowitz, un très grand rave de Prague, et il dit la chose suivante. Et M. Frankel traduit ça, il dit c'était quelqu'un qui était un grand, et il s'appelait Pélican, comme son totem c'était le pélican. À l'époque on donnait des noms aux gens qui ont été des scouts, ouais. Et puis il a été, c'est un Alsacien, de souche complètement alsacien, qui a été pendant très longtemps inspecteur des écoles juives au Maroc. Et lui il est tombé amoureux du Maroc. Il est revenu, quand il est revenu beaucoup plus tard en Alsace, c'est lui, moi je le sais, j'étais pas dedans, mais c'était connu, c'était lui qui était toujours, ils organisaient des bakachotes, il était toujours en première ligne, il était tout ce qui était marocain, lui ça l'avait énormément, ça lui avait beaucoup plu. Et il écrit, j'ai appris énormément de choses au Maroc, et une chose que j'ai apprise, c'est comment on fabrique le pain. Comment on fabrique le pain? Alors le pain, pour obtenir du pain, vous rajoutez du levain. Le levain, c'est quoi? C'est pas de la levure chimique. Hein? Nous, quand on fait de la pâtisserie, eh bien, on ajoute de la levure chimique et ça va aider à ce que le pain il monte. Vous connaissez ça? Hein? Il y a deux façons de faire monter le pain, a priori. Il y a soit la levure chimique, qui est un accélérateur de processus, va faire beaucoup monter, ou bien le temps avec la chaleur. On attend et ça va être du pain qui va monter. Ouais, le pain il monte avec le temps, c'est pour ça qu'avant de faire des chalotes, vous avez fait déjà la pâte et les préparer, et on la laisse monter. Et l'action, on voit bien, on a une pâte qui gonfle, c'est comme ça qu'on fabrique, oui. Mais, en vérité, le pain, ce qu'on utilise, le vrai levain, c'est pas de la levure. Qu'est-ce que c'est le levain? Le levain, c'est une ancienne pâte de pain qui se décompose. On n'a pas besoin en vérité, pour faire monter la pâte, de tellement attendre
le temps, avec la chaleur et tout ça. Oui, on n'a pas besoin de tellement attendre que cela. On peut utiliser un accélérateur. Alors cet accélérateur, ça peut être la levure qu'on achète en boulangerie, ou bien un pain qui se décompose. Et le pain qui se décompose, c'est ça, le pain lui-même, qui donne naissance à un nouveau pain. Ok? Il aide à fabriquer le nouveau pain. D'où la matzah. C'est un pain dans lequel il y a quoi dans la matzah? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui compose la matzah? La farine et de l'eau, point barre. D'accord? C'est fini. Farine et de l'eau. On a le droit de prendre peut-être la matzah ashira, peut-être, mais pas le soir du seder. La vraie matzah, celle qui a comme mitzvah de manger, la farine et de l'eau. Mais il faut faire attention. Pas, que ça ne dure pas 18 minutes. Ouais, ça n'a pas le temps de monter. Attention à la chaleur. Oui, etc. Mais on ne met pas dedans du levain. D'accord? C'est-à-dire que la matzah, d'une part, c'est un pain que M. Frankel appelait dépouillé. Il n'y a rien. Il y a le minimum syndical, le minimum de la définition du pain, farine plus eau. Et pas autre chose. On ne fait pas farine plus eau plus temps. Ou farine plus eau plus un accélérateur. D'accord? Farine plus eau. Et qu'on ne laisse pas monter. Mais il y a encore autre chose. C'est que la différence entre le chametz et la matzah, et là, M. Frankel reprenait la remarque du Shla Kadosh, c'est que le chametz, c'est du pain qu'on a obtenu grâce à du pain. C'est du pain qui a un antécédent. Il y avait déjà du pain avant qui va servir dans sa décomposition à fabriquer le pain de maintenant. Et la matzah, non, il n'y a pas de pain avant, c'est un pain nouveau, c'est un pain commencé. C'est un pain initial. Vous voyez? C'est le pain qui commence. La différence entre chametz et matzah, oui, d'après le Shla, c'est que le chametz, c'est un pain qui a du pain avant, alors que la matzah, c'est du pain qui n'a pas de pain avant. Ça veut dire, à part la composition, si vous voulez, mais il n'y a pas, on ne s'est pas servi de ce qu'il y avait avant pour le faire. Et le Shla Kadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Achilat Matzah, Zetikun Chet Adam Arishon. Une phrase sibylline, très difficile à comprendre. Manger la matzah, l'histoire du seder, ça, c'est un tikkun, ça arrange, ça rectifie, ouais, ça rachète la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce que ça a à faire avec la faute d'Adam Arishon? On se demande. Alors, Frankel explique que quand le serpent a parlé à la femme, il voulait la séduire pour la faire manger le fruit. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous vous souvenez? Il a dit que je ne veux pas manger de ce fruit pour que vous ne créiez pas de monde comme lui. Très très bien. Tu as oublié juste un tout petit peu là-dedans. C'est de ce fruit qu'Hachem il a mangé et maintenant il ne veut pas que vous mangiez parce que Soné Ouman Bene Oumanuto, un artiste, il déteste un artiste. Il ne peut pas supporter. Pourquoi? C'est pas un gars qui travaille. Un gars qui travaille à la chaîne, il n'est pas jaloux qu'un autre il est plus rapide que lui. Pourquoi? Parce que j'investis pas grand-chose dans le fait de tourner des boulons. Genre temps moderne de Charlie Chaplin. Ouais. Oui. Je suis pas jaloux parce que je suis embêté que je fais moins vite que lui. Mais c'est pas plus. Mais un artiste, ou un artisan, un ouman, il s'implique, son œuvre, c'est une partie de sa neshama. Il s'investit là-dedans. Et comme il s'investit, ce qu'il obtient comme résultat, c'est une image quelque part de lui. Et donc il peut supporter quelqu'un qui ferait, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait un cours, il ne supporterait pas qu'un autre il fasse le même genre de cours mieux que lui. Pourquoi? Parce que il est upgefregt, ça veut dire il est court-circuité. Il n'a plus de place, il n'a plus de raison d'être.
Donc il y a une rivalité entre des gens qui font la même chose. Donc Hachem, il a mangé le fruit, c'est grâce à ça qu'il a créé le monde. Et maintenant, il ne veut pas que vous fassiez la même chose. D'accord? Bien. J'ai jamais compris, je ne sais pas si je comprendrai un jour, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'Hachem, il a mangé du fruit et qu'il a créé le monde. Je ne sais pas, mais ce qu'on voit, c'est que cet argument-là est un argument qui a convaincu Chava. Donc c'est un argument très fort. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? C'est quoi? C'est que on a tous par rapport à Hachem, on a une question comme ça de Hachem, il est éternel. Ok, d'accord. Mais avant. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant que ça? On a une âme d'enfant, quoi. On est dérangé. Par Hachem, il est partout. Oui, mais oui, d'accord, mais... Non, il n'y a pas de... Mais avant, on ne peut pas arriver à gérer des questions de... Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Parce que nous, on est créés dans un monde de temps et d'espace. Et nous, on réfléchit, toutes nos réflexions, on peut avoir une maîtrise, une réflexion au moins sur le monde dans lequel on se trouve, à partir de l'axe du temps et l'axe de l'espace, et l'espace, oui. Et on a besoin de ça. Alors, un Hachem qui est éternel, bon, si on dit ça très vite, alors on ne se pose pas de questions. Alors, on ne se rend même pas compte qu'il y a quelque chose qui est très, très dérangeant. Mais quoi? Avant qu'il y ait quelque chose, il y avait quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Alors, avec la question du serpent, c'est quoi? C'est comme s'il y a toujours eu un avant. C'est éternel. La nature a toujours été là. Le fruit a toujours été là. Et même Hachem, quand il s'est lancé, c'est grâce à ça. Vous voyez? Ça veut dire que pour arriver un peu à se rassurer sur le monde, les gens qui ne veulent pas croire dans la Torah, ils ne veulent pas croire dans une création, ça les dérange. Ça les dérange, la création. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, le monde, il date de toujours. Il est éternel. Ne pose pas de questions, il n'y a pas de questions. Alors même s'ils font des évolutions et des trucs et des machins, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée d'une création ex nihilo. Yesh me'ayin, quelque chose qui surgit de rien, c'est insupportable, parce qu'on est tous... Alors il y a un Dieu, il faut rendre des comptes, il y a quelqu'un qui existe, qui surveille, qui voit, qui sait. Bon, alors on élimine ça en disant, il y a toujours eu quelque chose. Le serpent, il dit qu'avant la création, il y avait déjà quelque chose. C'est du Hametz. Vous comprenez? Sa création du monde, elle vient de quelque chose qui existait avant. C'est comme le Hametz. Faire du pain utilise ce qu'il y avait avant. Alors on est dans un monde très bien géré, scientifique, avec des lois, c'est formidable, on comprend tout, une chose en entraîne une autre, il y a des modifications, mais on peut réfléchir à cela, mais de toute façon c'est un monde dans lequel on maîtrise le monde, on est propriétaire du monde, on est balabait sur sa vie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous comprenez? D'accord? La matzah, c'est quoi? Les choses commencent maintenant. Alors, mais si les choses commencent maintenant, alors il y a des questions. Mais comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'Hachem? Etc. On a des questions parce qu'on est réduit à être un petit atome qui flotte dans une immensité terrifiante, dans un temps, dans un espace dans lequel complètement on ne gère plus rien. Alors, à la suite, et c'est ça que là il dit, Achilat matzah, zetikun le chet adam arishon, le fait de manger la matzah, ça répare la faute du premier homme. C'est-à-dire, la matzah, ça traduit au niveau de ce qu'on mange un début absolu. C'est pas seulement que la matzah est un pain dépouillé, est un pain minimal, mais c'est un pain qui n'a pas d'antériorité. Il ne s'inscrit pas dans une suite. C'est nouveau. Aujourd'hui, il n'y avait rien avant. Maintenant, c'est de la matzah. Et donc, c'est contre la faute d'Adam Arishon qui a imaginé que Hachem lui-même, il avait un début, ou il y avait un truc qui ne nous dérange pas, que le monde il soit éternel. Ça ne pose pas de questions. Ça répond à des questions. Ça étouffe les questions. Oui? Voilà. Maintenant, on va revenir
là-dessus. On va, je vais vous dire, remonter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire remonter le temps? Je vous ai dit au départ que, pour commencer, j'ai dit qu'il y avait 4 mitzvot qui se succédaient. 4 mitzvot qui se succédaient. Et que elles se succédaient, mais sans aucune, apparemment, pas tellement de liaison, surtout entre la première et les suivantes, Rosh Chodesh et le reste, il n'y a pas tellement de paix. Et il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de paracha stouma, de paracha ptucha, des parachas, on ne vient pas à la ligne, on ne saute pas d'espace, c'est tout. Bon. En vérité, le problème de la matzah, c'est le problème d'être capable d'envisager un monde nouveau. C'est de ne pas maîtriser sa vie. Il y a quelque chose, une instabilité qu'on ressent, que, comme le paro, il peut être religieux, il peut croire en des choses, mais il ne peut pas supporter qu'il soit dépassé. Et nous, on doit accepter d'être dépassé. Ça veut dire, les choses sont nouvelles. Elles ont commencé à un moment. Toi, tu es petit et limité dans un monde infini et éternel. Un monde dans un Hachem. Dans Hachem. Le monde s'inscrit dans Hachem. Pas dans un monde. Parce que le monde qui soit éternel, je dirais, bon, d'accord, il y avait des parents avant, et avant, il y avait des parents, et avant, il y avait avant. D'accord? Ça, c'est réconfortant. Ça pose pas de questions. On peut dormir tranquille. Mais la mitzvah de matzah, c'est le fait de refuser le chametz, de refuser que le monde qui a une cause antérieure, que ça soit normalisé, c'est la nature, ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, mais ça va bien. Là, ça va, je n'ai pas de grande inquiétude métaphysique. Et donc, nous, on doit travailler sur la matzah. D'accord? C'est la mitzvah de matzah qui suppose d'abord de se débarrasser de l'idée que il y a une antériorité, il y a une éternité de quelque chose. Oui? Bien. Et ça, c'est ce que vous voyez en vérité dans le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est quoi? C'est décoller. C'est Bripazon, qu'on commence à faire des distinctions. Les hommes, en vérité, ne vont pas être sauvés si on ne pense pas à l'intervention divine. Si on accepte, vous comprenez, de se ressentir dans un monde dans lequel on est complètement dépassé. On vient d'Hachem. On n'a de droit à exister que dans la mesure où il y a une volonté d'Hachem. Ce monde qui est quelque part très inquiétant. Il est très inquiétant, mais c'est le monde du juif. Comment tu vas gérer ce monde inquiétant, nouveau? Un truc dans lequel, toi, tu jaillis un jour, et puis comme tu imagines que tu n'es pas le produit du produit, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. À certains moments, hop, il y a eu un départ, mais c'est pas éternel. Oui, ce monde, c'est ça le Korban Pessah. C'est-à-dire que dans le Korban Pessah, il y a cette ripazon. On va dépasser l'ordre du monde, puisqu'on ne s'inscrit pas dans la causalité, dans l'enchaînement, on ne s'inscrit pas là-dedans, donc on aborde un nouveau niveau des choses, puisque tu reconnais que le monde, il vient d'un créateur, donc le monde, c'est pas lui qui dicte les lois. Hachem, normalement, il fait passer le monde, il fait fonctionner la nature suivant des lois, en temps normal. En temps normal. Mais toi, tu dois faire kfitsa. Avoda be kfitsa ou be dilouk. Tu dois toi-même sauter, passer à autre chose, être capable le jour où tu comprends que tu es quelqu'un qui est créé et qui n'a de droit de vivre qu'à cause d'Hachem et pas à cause de ce qui se passait avant. Oui. Alors ton monde, il est complètement perturbé. Tu deviens comme Paro qui veut surtout pas reconnaître qu'il y a un au-delà ou un avant, n'est-ce pas, absolu. Donc, dans ce monde-là, tu peux faire une avoda bediloug, bemirout, ça y est, on se met en route, on peut recommencer sa vie. On commence sa vie à partir de maintenant. Ah, mais on a fauté, ah, on a eu ça, ah, on a des ancêtres, ah, on a ceci. Tu sais, le problème, c'est un problème que toi-même, tu t'inscris dans l'histoire, et c'est toi qui inscris ta vision des choses. Vous entendez? C'est ça qui est extrêmement important dans la mitzvah concernant Pessah. Pessah, c'est le démarrage, le départ,
Et ce départ, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, ce départ, en vérité, c'est pas Stam un départ. C'est pas qu'Hachem il fait des choses, bon maintenant ça y est, ça suffit, ils ont assez souffert, et on va maintenant les mettre dans un monde meilleur. C'est pas la sortie d'esclavage. C'est un aspect, mais c'est pas la chose la plus profonde là-dedans. La chose la plus profonde, c'est qu'Hachem, il va, après la création du monde, du livre de Bréchit, qui a mis en place les bases du monde, oui, et bien maintenant, on passe. La première mitzvah qui est donnée au clan d'Israël, c'est une mitzvah. C'est vous qui êtes les maîtres du temps. HaChodesh Hazeh Lachem, ça veut dire que jusqu'à présent, on avait le Sefer Bréchit avec un monde ordonné, le monde tel qu'il nous apparaît, le monde tel qu'on est naturellement dedans, dans lequel on s'explique des choses et tout ça. Et maintenant, la sortie d'Égypte, ça veut dire sortir de ce qu'on croit qui est normal, de ce qu'on croit qui est la véritable réalité du monde, c'est-à-dire la causalité. Toute chose vient, toute cause produit un effet, il n'y a pas d'effet sans cause, etc., etc. De remonter dans un monde qui est aplati et qui est uniquement matériel, oui, c'est ce qui va se révéler à Pessah. Donc la première mitzvah de Rosh Chodesh, de dire, vous savez, je mets dans vos mains de déterminer quel est le mois. Je mets dans vos mains de compter les années. C'est pas un détail du tout. C'est précisément la mitzvah qui est un arrachement par rapport au Sefer Bréchit. C'est pas que simplement cette mitzvah, parce que c'est une mitzvah, alors on a pu sauter les histoires et passer tout de suite aux mitzvot. C'est pas ça. Il y a autre chose. Il y a que cette mitzvah elle-même, elle représente toute la rupture. Pourquoi est-ce qu'on dispose du temps? Pourquoi les Chachamim ont le pouvoir de calculer, de nommer les mois, de prendre Atem Afilou Mezidim, que je confie, même si vous le faites exprès, vous faites mal le calendrier, eh bien il vous suivra. C'est ça ce qui sera la réalité, et Hachem il fera Pessah dans le temps que vous avez calculé. Et Hachem fera Kippour le jour où vous avez calculé que ça doit tomber. Vous entendez? C'est un truc énorme. Ça veut dire que vous avez maîtrisé le temps. Mais ce n'est pas un cadeau. Vous comprenez? Ce que je vous dis dans ce cours, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses comme un dû, ou comme un dû, ça veut dire on a beaucoup souffert, et maintenant Hachem il va être chic, il va nous sortir d'esclavage. Hachem il ne sort pas d'esclavage. Il ne sort pas d'esclavage, il a créé un monde dans lequel un homme est un loup pour l'homme, la raison du plus fort est toujours la meilleure, et c'est comme ça, il y a toujours des riches, la pauvreté ne disparaîtra jamais, etc. C'est ce monde qu'Hachem il a créé, on le connaît. Ouais. Mais maintenant, je ne sors pas à titre parce que maintenant, ça suffit que j'interviens. Parce que maintenant, on a, avec les Bnei Israël qui vont sortir d'Égypte, une possibilité de comprendre que le monde c'est une rupture, que le monde qu'on a connu jusqu'à présent, c'est vrai que c'est un monde qui a été créé, mais qui a été créé de zéro. Et donc la seule chose qu'on a, le seul interlocuteur qu'on a, c'est Hachem. Donc c'est pour cela que toutes ces mitzvot-là, les 4 mitzvot, elles viennent l'une après l'autre. C'est le résultat de la sortie d'Égypte. C'est quoi? C'est que vous êtes les maîtres du temps. Et vous êtes le maître du temps parce que vous avez fait le Korban Pessah, c'est-à-dire parce que vous êtes capable d'être sorti de toute cette vision égyptienne des choses, et vous êtes sorti de cela, et c'est pour ça que maintenant vous êtes capable d'être sauvé dans ma Prorot. Et ce que vous devez faire en retour, c'est la mitzvah d'enlever le Hametz, d'enlever ces idées fausses, et de vous inscrire dans un monde nouveau. Oui, mais rien n'est gratuit, c'est l'homme qui est en train, l'homme reçoit le pouvoir sur la nature. À partir de maintenant, ça s'arrête là.